On me demande souvent quelle est la différence entre un anxiolytique et un antidépresseur. Je vais dire que l'antidépresseur a une zone de prescription beaucoup plus étendue que l'anxiolytique, puisque d'une part, on peut prescrire l'antidépresseur dans une dépression, dont on connaît les symptômes, hein, tristesse, passivité, repli sur soi. Et on peut aussi le prescrire dans les troubles anxieux et dans tous les symptômes donc, qui sont apparentés à des symptômes anxieux. L'inconvénient, c'est que l'antidépresseur met quand même quelques semaines à agir et qu'il n'agit pas forcément avec tous les patients. On est obligé parfois de changer d'antidépresseur. Alors que l'anxiolytique agit quand même à peu près avec toutes les personnes et il agit tout de suite. Donc il soulage tout de suite le patient. La différence, ça sera ensuite par rapport au sevrage, c'est-à-dire que le sevrage sera plus difficile avec un anxiolytique qu'avec un antidépresseur. Bien entendu, c'est des médicaments qui n'excluent absolument pas une psychothérapie, bien au contraire. Il ne faut pas hésiter à coupler une prise de médicaments et une psychothérapie. La question de la vidéo, c'est est-ce qu'un bon psy est un gentil psy? Ça n'a rien d'évident. Souvent, les patients vont voir un psy pour se consoler, pour se conforter dans leurs opinions, pour que le psy leur donne raison. Alors à ce moment-là, ils ont l'impression d'être écoutés, d'être compris, à partir du moment où on leur donne raison. Mais le soin, ça consiste pas à donner raison à quelqu'un. Le soin, ça consiste à critiquer la personne, puisqu'on part du principe que la personne pense mal sa situation et qu'il faut corriger la manière dont elle pense sa situation, de façon à ce qu'elle souffre moins de sa situation. Il y a là une contradiction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le psy ne prend pas position, ne défend pas son patient, mais au contraire essaye de poser le plus de questions possible pour éclairer la situation, à ce moment-là, il peut paraître méchant auprès du patient et peut être rejeté par le patient. C'est un phénomène assez courant dans le transfert en psychanalyse. Il faut le savoir donc il y a des moments où le psy devient antipathique, et lorsqu'il devient antipathique, c'est pas pour autant qu'il est inefficace. Pourquoi on envoie les personnes reconnues irresponsables, même si elles sont dangereuses, à l'hôpital plutôt qu'en prison? D'abord, ça date du droit romain, 5 siècles avant notre ère. Ça a été repris en 1810 avec le droit pénal, formulé ainsi: les personnes qui sont en état de démence ne sont pas punissables. Et ensuite, on a introduit une notion supplémentaire, c'est-à-dire on peut avoir une abolition du discernement, et alors à ce moment-là, on est complètement irresponsable, on n'est pas punissable. Ou on peut avoir une altération du discernement et on reste punissable. Ce qui a eu comme conséquence de diminuer beaucoup la notion d'irresponsabilité. Cette diminution de l'irresponsabilité a eu pour conséquence qu'on a dit qu'il y avait trop de malades psychiatriques en prison. C'est pour ça qu'en 2002, ils ont décidé de construire les UHSA, qui sont des services de soins spécialisés pour les prisonniers. Alors pourquoi on les envoie à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on attend de l'hôpital? Il y a deux possibilités. Soit ces personnes qui ont commis un délit ou un crime ont eu des troubles psychiatriques qui étaient passagers, qui peuvent toujours récidiver, mais disons qu'on arrive à les remettre dans un état normal. Soit on s'aperçoit que ces personnes avaient des maladies chroniques qui peuvent pas être soignés facilement. Alors à ce moment-là, donc, on va pas véritablement les soigner au sens propre du terme, mais on va les contenir par des traitements. Ces personnes irresponsables sont quand même soumises à réparation, c'est-à-dire qu'elles versent des dédommagements aux victimes. On m'a posé la question, pourquoi on mélangeait les patients en psychiatrie? Je voulais faire un bref rappel. Il y a à peu près 50 000 lits de psychiatrie en France, c'est-à-dire un peu moins de 20 lits pour 1000 habitants. On perd pas de vue qu'il y en avait plus du double en 1980, donc ça a été largement diminué. C'est très variable. Selon les moyens des départements, il y a des services ouverts qui côtoient des services fermés. Il y a des services qui sont selon les pathologies. C'est très inégal au niveau des moyens. Il y a effectivement des endroits où c'est mélangé et il y a des endroits où c'est relativement indépendant. Ça dépend aussi de la présence des cliniques privées. C'est-à-dire s'il y a des cliniques privées, il y a un certain nombre de patients qui veulent pas être mélangés qui iront en clinique privée. Mais le problème de la clinique privée, c'est qu'il y a moins de personnel que dans un hôpital, donc il y a moins de surveillance. Et il y a des patients qui ont l'air moins souffrants comme ça, mais qui n'en restent pas moins suicidaires et qui ont besoin d'être surveillés. Quant aux patients plus violents, on les adresse à des UMD, c'est des unités de malades difficiles. Il y a des attentes parce que c'est pas toujours facile, il n'y a pas toujours des places. Et
Le problème, c'est que quand ils font entrer un patient en UMD, ils font sortir un autre patient. Donc les services de psychiatrie classique sont pas forcément heureux de recevoir des patients qui reviennent des UMD. Je vais vous parler d'un mécanisme d'attachement au bourreau qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, ça part d'une prise d'otage en 73 à Stockholm. Et on s'est aperçu contre toute attente que les personnes otages avaient pris fait et cause pour les ravisseurs, voire avaient défendu leur cause, et au contraire avaient rejeté les forces de l'ordre qui venaient les délivrer. Depuis, on appelle syndrome de Stockholm ce phénomène psychologique particulier qui est l'attachement d'une victime à son bourreau. C'est un syndrome qui est assez difficile à comprendre, et je pense que c'est une façon de réagir qui est très archaïque dans notre évolution. C'est-à-dire que la victime se trouve en situation de stress, elle est complètement dépendante de son bourreau, elle est isolée donc du monde extérieur. Parfois le bourreau se montre soit très sévère, soit très bienveillant. Et pour diminuer cette situation de stress intolérable, la victime a besoin en fait de trouver des qualités donc au bourreau, de prendre sa défense, de se ranger de son côté. C'est la seule façon de rendre sa situation moins intolérable. Je vais vous parler du burn-out, qui est une maladie qui touche un peu toutes les professions, principalement les professions avec des contacts sociaux. On doit à la fois réprimer ses émotions et faire preuve d'empathie. Le burn-out, ça entraîne trois types de conséquences. Des conséquences psychologiques, avec des pensées négatives, l'impression de ne plus être compétent, des difficultés avec les collègues de travail, des signes physiques relativement atypiques, avec des maux de tête, des problèmes gastro-intestinaux, des douleurs musculaires, et enfin des troubles cognitifs assez atypiques aussi, avec des pertes de mémoire, des difficultés de concentration. C'est assez difficile à classer comme pathologie. Dans le DSM-5, il n'y a pas de référence proprement dite au burn-out. Ça peut s'intercaler entre les troubles de l'adaptation et les troubles qui sont les conséquences de stress successifs. Il n'y a pas non plus de signes biologiques indicateurs, c'est assez hétérogène au niveau biologique. Il y a un exemple assez frappant, ce qui est le karoshi au Japon. C'est la mort au travail. C'est le piège des heures supplémentaires au Japon. Ça existe depuis 1970 et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait quand même un certain nombre de morts au travail au Japon qui mouraient soit d'un arrêt cardiaque, soit d'un accident vasculaire cérébral ou soit d'un suicide. On m'a demandé de parler des TDAH, c'est-à-dire des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je précise d'abord que je suis psychiatre pour adultes, je suis pas psychiatre pour enfants, donc je ne peux pas très bien parler de ces troubles-là chez les enfants. Mais enfin, c'est quand même des troubles qui commencent avant 12 ans, qui continuent à l'âge adulte entre 15 et 50% selon les auteurs. Bien sûr, à l'âge adulte, il y a beaucoup moins d'hyperactivité. Alors, comment se passent ces troubles? Ma foi, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à s'organiser, qui sont étourdis, qui perdent les choses, qui ne se souviennent pas, qui ont beaucoup de mal à faire des efforts de concentration, à suivre longtemps une conversation. Et la nature a bien fait les choses parce qu'en fait, le neurotransmetteur, la dopamine, participe aux performances humaines et d'une part donc de la motivation et d'autre part de la capacité de se concentrer, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qu'on appelle les distracteurs pour se concentrer sur une chose. C'est le travail de la dopamine. Il y aura une différence à faire au niveau du diagnostic avec les borderline et avec les hypomanes, aussi éventuellement avec les hauts potentiels intellectuels, parce qu'en fait ils pensent très vite, ils sautent des étapes, donc on pourrait croire qu'il y a une errance de la pensée. Enfin donc les TDAH sont assez sujets à l'angoisse et à la dépression, et bien sûr l'angoisse va encore majorer l'errance de la pensée. On rencontre fréquemment le symptôme de la jalousie en psychiatrie, et dans ces cas-là, on peut le rattacher soit à une personnalité paranoïaque, soit à une personnalité avec des troubles obsessionnels compulsifs. Mais en général, on rencontre plus souvent la jalousie dans les expertises psychiatriques, parce que souvent on assiste à des couples qui picolent ensemble, qui finissent par se disputer, et soit ils se disputaient à propos de la jalousie, ou alors la jalousie intervient ensuite, dans un second temps, dans la dispute. Il faut savoir que la jalousie pathologique excessive n'est pas un simple syndrome de possession,
Puisque, comme l'a dit Claire Rambaud, puis ensuite à sa suite Freud et Lacan, la jalousie masque une homosexualité refoulée, c'est-à-dire en fin de compte, ce n'est pas mon partenaire ou ma partenaire qui est attiré par le concurrent ou la concurrente, mais c'est moi qui suis attiré par le concurrent ou la concurrente. Le deuxième point, c'est on peut rattacher la jalousie dite amoureuse à une jalousie entre frères et sœurs, c'est-à-dire je ne veux pas que l'autre se permette ce que j'ai envie de faire, mais je ne me permets pas. D'où effectivement le symptôme de toutes ces investigations du jaloux qui cherche absolument à trouver des signes de l'infidélité de l'autre pour pouvoir, à son tour, se permettre de certaines infidélités. La paraphrénie, c'est un délire particulier qui n'existe plus dans le DSM-5 puisque c'est une classification internationale. On l'a classé comme ça indifféremment dans les autres formes de délire. Alors c'est un délire très particulier. Il y a deux sortes de paraphrénie. Il y a la paraphrénie confabulante et il y a la paraphrénie fantastique. D'abord, je précise que c'est un délire donc qui n'est pas dissociatif, qui n'est pas envahissant. C'est-à-dire les personnes peuvent continuer à travailler, avoir une activité sociale et tant qu'on les branche pas sur leur zone de délire en quelque sorte, on se rend pas compte qu'ils sont délirants. Je sais pas pourquoi lors de l'SM5 ils en parlent pas plus, parce que finalement c'est pas si rare que ça. Moi j'en ai rencontré plusieurs dans ma carrière. J'ai rencontré par exemple une jeune femme qui m'a dit qu'elle avait inventé la relativité d'Einstein, et j'avais voulu demander des précisions, elle s'en sortait toujours, et elle disait que c'était vraiment elle, sans apporter plus de détails. Ou alors ce qui est très fréquent, c'est je suis le fils du prince de Monaco, je suis le fils de Vintel. Ça fait partie aussi des paraphrénies confabulantes. Dans les paraphrénies fantastiques, j'ai en tête un patient qui disait que tous les soirs, à heure fixe, il y avait des extraterrestres qui rentraient dans son corps, en passant donc par le nombril. Ils habitaient son corps, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire dans le corps, après ils ressortaient donc au petit matin. Donc on est vraiment dans le fantastique, et c'est vrai que c'est toujours très étonnant d'imaginer que quelqu'un peut imaginer des histoires pareilles. Je vais vous faire une vidéo sur l'état de stress post-traumatique. On en voit beaucoup dans les expertises d'assurance et dans les expertises pénales. C'est assez particulier. Il y a un traumatisme sexuel ou un accident, frôle la mort ou d'autres comme ça, qui dépassent les possibilités de contrôle de la personne. S'ensuit ensuite une période blanche où il n'y a pas de symptômes et après apparaissent les symptômes. En général, les symptômes les plus courants, c'est le sujet est prostré, il est phobique, c'est-à-dire il peut plus retourner sur les lieux où il y a eu l'accident, il peut plus regarder un film qui lui rappelle l'accident, et il a des réminiscences, c'est-à-dire il a des flashs qui reviennent dans la vie présente, où il se rappelle donc les circonstances de l'accident. C'est assez difficile à soigner. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est indépendant de la personnalité de départ du sujet, c'est-à-dire on voit des sujets qui sont assez solides, qui sont pas du tout vulnérables, et qui après aboutissent à des états de stress post-traumatique où ils sont complètement prostrés. J'ai vu en expertise des soldats qui revenaient d'Afghanistan et qui faisaient des actes violents qu'ils auraient jamais fait avant de partir, et c'est très difficile d'établir leur responsabilité, c'est très difficile de savoir si l'acte qu'ils ont fait est la conséquence donc d'un état de stress post-traumatique en Afghanistan.